Alors bonjour, cette capsule a pour vocation de vous expliquer la régulation de la glycémie. Alors d'abord, de quoi s'agit-il? La glycémie correspond à la concentration en glucose dans le sang et cette concentration est une constante qui est de 1 g par litre. Sous-entendu qu'il s'agit ici d'une constante à réguler. Alors pour commencer, il faut essayer de comprendre le devenir des nutriments après leur absorption dans le tube digestif. Et il faut considérer deux cas de figure. Le premier cas de figure concerne les glucides, représentés par le glucose, le galactose, le fructose, mais également les acides aminés. Le deuxième cas de figure concerne les lipides, l'absorption des acides gras, des monos dits et triglycérides. Alors comprenons un petit peu l'anatomie associée à cette absorption du tube digestif. Alors il existe un réseau sanguin entre le cœur et le foie, et entre le foie et le tube digestif. Alors effectivement, on a ce qu'on appelle une veine porte hépatique qui donc réunit le tube digestif au foie, et il y a une veine sushépatique qui va rejoindre la veine cave et qui va donc déverser le sang dans le cœur. Alors il faut aussi considérer pour la suite qu'au niveau de la veine sous-clavière gauche, eh bien, on va récupérer le système lymphatique. Alors, en effet, il y a également, parallèlement à ce système sanguin, un système qui est lymphatique. Donc, on a un réseau de chylifères qui vont rejoindre les ganglions lymphatiques. Et tout cela va être drainé, finalement, dans la citerne de Pecquet pour rejoindre le canal thoracique. Et le contenu de ce système lymphatique sera déversé au niveau de la veine sous-clavière gauche pour rejoindre finalement la circulation sanguine générale. Alors concrètement, comment cela fonctionne? Vous avez dans le cas des glucides et des acides aminés, eh bien, ils vont être absorbés au niveau du tube digestif et vont passer directement au niveau de la veine porte hépatique pour rejoindre le foie. Et au niveau du foie, eh bien, il y aura un traitement que nous allons voir tout à l'heure. Mais finalement, les glucides peuvent rejoindre la circulation sanguine générale par l'intermédiaire de la veine sushépatique, la veine cave, et rejoindre comme ça donc la grande circulation sanguine. Dans les cas des lipides, c'est un petit peu différent, puisqu'ils vont en fait être absorbés au niveau des chylifères, ils vont rejoindre les ganglions lymphatiques et donc le canal thoracique. Et donc ces lipides vont rejoindre finalement la circulation sanguine, le système général, par l'intermédiaire de la veine sous-clavière gauche pour rejoindre le cœur. Donc les lipides ne passent pas directement par le foie, alors que les glucides et les acides aminés vont transiter d'abord par le foie avant de rejoindre la circulation générale. Alors ceci étant dit, pour comprendre un petit peu la régulation de la glycémie, il faut considérer deux situations métaboliques importantes. C'est l'état postprandial, c'est-à-dire après un repas, et l'état de jeûne. Alors il faut voir trois protagonistes importants, trois organes importants, que sont donc le groupe des tissus adipeux, le groupe des muscles et bien entendu un organe clé dans la régulation de ce métabolisme, de cette glycémie, le foie. Alors je vous rappelle que la constante à réguler, c'est la glycémie, c'est la concentration en glucose qui doit être de 1 g par litre. Alors, si on considère un état postprandial, c'est-à-dire après un repas, je vous rappelle, on vient juste de le voir, que les glucides vont directement passer par le foie via le système porte hépatique. Donc il y a un afflux de glucose alimentaire dans le foie, et ce glucose va irrémédiablement alimenter la glycémie, mais il va être stocké également sous la forme de glycogène. C'est ce qu'on appelle la glycogénogénèse. Alors,
lorsque la part de glycogène est donc constituée au niveau du foie, la réserve n'est pas illimitée, et donc le glucose qui sera excédentaire va passer dans le sang et rejoindre du coup les muscles. Les muscles vont également pouvoir mettre en réserve ce glucose sous forme de glycogène, et donc les muscles peuvent également réaliser de la glycogénogénèse. Alors, lorsque les muscles sont saturés de glycogène et lorsque le foie est saturé de glycogène, eh bien, il faut absolument s'occuper du glucose excédentaire, puisque la glycémie, qui est de 1 g par litre, ne peut pas excéder 1 g par litre. Alors dans ces cas-là, le glucose va passer dans les tissus adipeux et sera converti en lipides. On parle alors de lipogénèse. Donc, après un repas, eh bien, le glucose qui est apporté par le repas sera stocké sous la forme de glycogène dans le foie, dans les muscles, et converti en lipides dans les tissus adipeux, principalement, mais un petit peu également au niveau du foie. Par contre, lorsque on sera en état de jeûne, eh bien, il n'y aura plus de glucose alimentaire. La glycémie doit être toujours réglée à 1 g par litre. Et dans ces cas-là, le premier acteur qui va permettre de conserver cette glycémie à 1 g par litre, ce sera le foie, qui va convertir son glycogène en glucose, c'est ce qu'on appelle de la glycogénolyse, et ce glucose va pouvoir être relibéré dans le sang. Alors, il faut bien comprendre que le muscle peut également réaliser de la glycogénolyse, mais attention, le muscle ne fera de la glycogénolyse que pour son propre compte. Il ne libérera pas de glucose dans le sang. Autrement dit, le muscle ne participera pas au maintien de la glycémie à 1 g par litre. Par ailleurs, toujours pendant l'état de jeûne, le tissu adipeux, lui, peut consommer les lipides, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en aucun cas, les lipides peuvent être reconvertis en glucose, et donc, autrement dit, les tissus adipeux ne participent pas non plus au maintien de la glycémie. Alors pour terminer, il faut savoir qu'en cas de jeûne prolongé, lorsque le foie aura consommé l'intégralité de son glycogène, eh bien, il faut absolument trouver un moyen pour maintenir toujours cette glycémie à 1 g par litre. Et dans ces cas-là, eh bien, on va donc consommer une partie des acides aminés par néoglucogénèse, c'est-à-dire qu'on va convertir ces acides aminés en glucose pour alimenter le sang en glucose. Alors résumons un petit peu la situation. On comprend très bien rapidement qu'il faut coordonner et orienter les voies métaboliques et les tissus dans leur métabolisme en fonction de la phase postprandiale ou de la phase de jeûne. Le but du jeu, il est d'absolument maintenir la glycémie à 1 g par litre. Donc, si on est pendant la période alimentaire, le principe, c'est la mise en réserve. Mise en réserve sous forme de glycogène, on fait de la glycogénogénèse, et mise en réserve également sous forme de lipides, on fait de la lipogénèse. Par contre, pendant la période de jeûne, il s'agira de consommer les réserves, on fera donc de la glycogénolyse, on fera de la lipolyse, et on fera également de la néoglucogénèse, qui n'est pas une consommation de réserve à proprement parler, mais néanmoins, on va quand même consommer une partie des acides aminés, et donc des protéines, pour réaliser de la néoglucogénèse et donc réalimenter le sang en glucose. Pour réaliser cette régulation et cette coordination, la régulation ne peut être qu'hormonale, c'est-à-dire que pendant la période postprandiale, ce sera plutôt l'insuline qui sera libérée, et pendant la période de jeûne, ce sera plutôt le glucagon qui sera libéré. Alors comment fonctionne tout ce système ? Eh bien, il faut un système qui soit capable de mesurer la glycémie.
c'est-à-dire capable de mesurer la concentration de glucose dans le sang. Il faut que ce système soit capable de mesurer une hyperglycémie, souvent après un repas, c'est-à-dire une concentration en glucose qui va dépasser le 1 g par litre, et il faut que ce système soit également capable de mesurer une hypoglycémie, c'est-à-dire lorsque la concentration en glucose sera inférieure à 1 g par litre, ce qui pourrait se produire pendant la période de jeûne. Alors, l'organe clé qui est capable de faire ça, c'est le pancréas. Le pancréas, lui, est capable, lors d'une élévation de la glycémie, de libérer de l'insuline par les cellules bêta de pancréas. Et ce pancréas, par les cellules alpha du pancréas, est capable cette fois-ci de libérer du glucagon dans le cas d'une hypoglycémie, c'est-à-dire d'une baisse de la glycémie, une baisse de la concentration sanguine. Ce mécanisme est possible grâce à une boucle de régulation, c'est-à-dire qu'il va y avoir une mesure d'un paramètre à mesurer, ici la glycémie. Cette mesure va impliquer une régulation par un organe régulateur, ici le pancréas, et en réponse à la mesure, il y aura une libération d'hormones, soit d'insuline, soit de glucagon, pour réajuster la mesure qui a été, ou plutôt le paramètre à réguler, ici la glycémie. Alors voyons un petit peu cela dans le détail. Alors on va placer la valeur à réguler au centre du tableau, donc il s'agit de la glycémie à 1 g par litre. On va placer évidemment le pancréas et je vais considérer à gauche ce qui se passera en période postprandiale et à droite ce qui se passera en période de jeûne. Et évidemment, il faut placer les organes qui sont capables de recevoir l'information, donc c'est-à-dire des organes qui ont des récepteurs à l'insuline et des organes qui ont les récepteurs au glucagon. Et nous allons voir un petit peu comment cela fonctionne dans les deux cas de figure métabolique que nous avons cités préalablement. Alors, premier cas de figure, après un repas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la concentration en glucose dans le sang va augmenter et il va y avoir donc une hyperglycémie. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était le pancréas qui était capable de mesurer cette glycémie. Il va constater donc une hyperglycémie et en réponse à cela, les cellules bêta de Langerhans du pancréas vont libérer de l'insuline dans le sang. Cette insuline va donc rejoindre tous les organes qui possèdent un récepteur à l'insuline, c'est-à-dire le foie, les tissus adipeux, le muscle. Et en réponse à cette stimulation à l'insuline, eh bien, il va y avoir un stockage du glucose sous la forme de glycogène dans le foie, un stockage du glucose sous la forme de glycogène dans les muscles et une lipogénèse au niveau des tissus adipeux. Quoi qu'il en soit, la réponse, le stockage, va permettre d'abaisser la glycémie, de ramener la glycémie à 1 g par litre. Deuxième cas de figure, lorsque on se retrouve en période de jeûne, eh bien, il va y avoir une hypoglycémie, c'est-à-dire que la concentration en glucose dans le sang va être abaissée, passer en dessous de 1 g par litre, et en réponse à cela, le pancréas va libérer via les cellules alpha de Langerhans, va libérer du glucagon. Le glucagon va se fixer sur son récepteur au niveau principalement du foie, parce que c'est le foie, je vous rappelle, qui est capable uniquement de libérer du glucose dans le sang. Je vous rappelle que le muscle n'en est pas capable et que le tissu adipeux n'est pas capable de convertir les lipides en glucose. Donc le glucagon va se fixer au niveau des cellules du foie et en réponse à cela, il y aura glycogénolyse, libération donc de glucose dans le sang, de façon à réajuster la valeur à réguler, la valeur de la glycémie à 1 g par litre. Donc ici, on observe bien des boucles de régulation qui passent par une valeur à mesurer qui est la glycémie, un organe qui est capable de mesurer cette glycémie, c'est-à-dire le pancréas, et des organes qui sont capables d'ajuster cette glycémie en conservant, en stockant le glucose ou en libérant le glucose selon les besoins.